Nous allons étudier le DAF, Het dans Masechet Gittin. Nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF. Zain Amoud Bet, Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera nous parle de Atis Akouv, ici d'un pot de fleurs qui est trouvé. C'est en rapport avec le sujet précédent, avec une marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbanan, au sujet d'un bateau qui est dans les eaux qui longent Eretz Israël dans la Méditerranée. Quel est le statut d'un guet qui a été écrit sur ce bateau? Est-ce que l'on considère que ces eaux-là sont considérées comme Eretz Israël? Ce que dit Rabbanan, et Rabbi Yehuda pense que c'est Chutz Laretz, c'est l'étranger, tant que le bateau n'a pas accosté. Et ici, on va essayer de trouver une marloquette qui est peut-être ressemblante. Rabbi Zera nous dit que Atzitz Nakouv, un pot de fleurs qui est troué, Amunach Agabei Yetedot, qui est suspendu avec des poteaux, donc il est suspendu en l'air, et donc il y a de la terre et il est troué. Banou les marloquettes, Rabbi Yehuda et Rabbanan, on a la marloquette. Rabbi Yehuda vers Rabbanan, parce que justement, quel est le statut de ce pot? On sait très bien qu'un pot de fleurs qui est troué et qui est posé au sol, tout le monde est d'accord de dire qu'on considère qu'à partir du moment où il est troué et qu'il touche la terre, eh bien, il a un statut finalement, ce qui pousse dans ce pot a un statut de quelque chose qui a poussé de cette même terre, donc par rapport à Eretz Israël, par rapport au Maaser, par rapport à la Shemitah, eh bien, on connaît toute la halachot qui en découle. Maintenant, la question c'est, lorsqu'il y a l'air ambiant qui justement fait écran, entre guillemets, entre le bas du pot de fleurs et la terre, eh bien propose Rabbi Zera de dire que la marloquette Rabbi Yehuda vers Rabbanan existe, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda qui pense que la mer fait écran entre le bateau et la côte, et donc que le bateau est considéré comme étant en dehors des Eretz Israël, eh bien lui pensera que là aussi l'air fait écran entre le pot et la terre, et selon Rabbanan, ou non, on considère que le bateau qui est au large est considéré comme étant en Eretz Israël et qu'il n'y a pas d'interruption, eh bien on dira pareil avec le pot de fleurs. Et la Gemara repousse tout de suite. Rava n'est pas d'accord avec ce rapport entre les deux choses. Amarava, rien à voir. Dilma lohi, c'est pas du tout évident ce que tu dis. Peut-être que ce n'est pas comme ça. Atkan okamar Rabbi Yehuda hatam. Peut-être que Rabbi Yehuda, qui a dit là-bas que la mer fait écran, peut-être qu'il a dit que là-bas, que la mer, et pas chez nous ici, l'air, pourquoi? Et la bisfina, que dans un bateau. Ah, soyez l'ivroir, que le bateau, par nature, est fait pour partir et pour quitter justement le pays. Et donc, comme c'est quelque chose qui est en mouvement et qui est en mouvement de départ, eh bien, même si on considérait que l'eau et l'air, eh bien, avaient la même propriété à faire écran ou pas, à partir du moment où ici on est dans un objet qui se déplace et qui s'en va, eh bien, il y a plus de raisons de dire que c'est considéré comme étant en dehors du territoire. Chez nous, à celui des mais par contre, un pot de fleurs, qui même s'il est posé à quelques centimètres ou quelques mètres du sol, eh bien, a priori, il n'est pas en train de s'enfuir, il n'est pas en train de partir, de se déplacer. L'eau, inami. Et autrement, je peux même te dire que Rabbanan peuvent penser les deux avis. Atkan lo kamre Rabbananata. Et même Chachami là-bas, qui ont dit là-bas que c'est considéré comme étant Eretz Israël. Eh bien, peut-être que là-bas, c'est que Bisfina, c'est que dans le bateau. Delom mafsik avira. Car il n'y a pas réellement d'interruption, puisque finalement, là-bas, la mer, l'eau est considérée comme étant un prolongement de la terre. Et donc, il n'y a rien, il n'y a pas de vide qui sépare réellement le bateau de la côte des Mayas, car Asmirta Damia, parce que l'eau est considérée comme étant la prolongation de la terre. Aval Atzit, mais un pot, des Mafsikavira, qui on a dit qui est suspendu, donc l'air fait écran entre le pot et la terre, l'eau. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, au final, selon Rava, Rabbi Zera pensait que finalement le bateau c'est comme le pot, l'eau c'est comme l'air, et finalement, nous dit ici Rava que pas du tout. Que d'un côté, l'air est considéré comme étant quelque chose qui fait plus écran que l'eau, mais d'un côté, le bateau étant en mouvement, on a tendance à dire qu'il est plus étranger à la côte. Ce qui veut dire que finalement, on a les deux logiques. On a plus envie des fois de dire que le bateau est séparé de la côte que le pot, puisque le bateau est en mouvement. Et d'un autre côté, puisqu'il n'y a rien qui réellement fait écran, puisque l'eau ne fait pas écran, eh bien on a envie de dire aussi qu'il est plus proche. Donc les deux logiques existent, ce qui veut dire que finalement, il y a vraiment deux raisons pour dire que la marloquette que l'on trouve entre Rabbi Yehuda et Chachamim par rapport au bateau ne se retrouve pas du tout dans cette question-là du Hatzitz Nakouf du pot qui est troué. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Maintenant on revient sur cette halakha et on parlait donc des eaux et nous dit ici Rav Nachman bar Yitzhak Binaro d'Eretz Israël, dans les fleuves qu'il y a dans les terres d'Eretz Israël, des Chula al-Mal au Pligé, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que c'est Eretz Israël. Et là qui Pligé, la seule discussion qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Chachamim, Beyam Agadol, dans la grande mer, dans ce qu'on appelle ici la mer Méditerranée, c'est au large de cette mer qu'on a une discussion. Est-ce que le bateau qui s'y trouve est considéré comme étant
dans les terres ou étant à l'étranger par rapport au guet. Mais dans les fleuves qui sont dans les terres, il n'y a pas de discussion. Dont on l'apprend d'une braïta. La braïta nous dit, Tania, Ezeu Eretz Israël, Vezeu Chutz Laaretz. La braïta nous donne les définitions de Eretz Israël et de Chutz Laaretz. Et là-bas on dit quoi? Kol Sheshofea Veyored, Mitore Amnon. Tout ce qui descend depuis Touré Amnon. Touré Amnon, c'est l'endroit de Hor Ahar, là où Aaron Akon est décédé. Donc Hor Ahar, c'est la montagne de Hor. Hor Ahar, Touré Amnon, c'est la traduction qui est là-bas dans le Targum en araméen, donc c'est le nom araméen de Hor Ahar. Cet endroit-là, c'est la limite nord, Velifnim, et on descend vers Israël. Velifnim vers Israël, Touré Amnon Velachutz, Chutz Laaretz. Mais à l'extérieur de cette ligne-là entre Touré Amnon et Israël, c'est considéré comme étant l'étranger. Alors si on se demande déjà comment se fait-il qu'on a encore une autre définition de la limite nord. On avait dans la Mishnah une définition de Akko, avec une discussion Rabbi Meir et Chachamim et Tanakama. Est-ce que Akko est la première ville de Chutz Laaretz ou est-ce que c'est la dernière ville d'Eretz Israël? Après on avait vu que c'était finalement Chsiv, la ville de Chsiv qu'on avait vu dans le DAF de ce Shabbat ou de dimanche. On a vu que c'était Chsiv, donc finalement, comme on avait dit que l'essentiel de la largeur d'Eretz Israël s'arrête à Akko, et après il y a une petite bande qui longe finalement la mer de Akko jusqu'à Chsiv. Donc on a dit qu'il y a finalement plus ou moins deux limites nord. Au niveau de la majorité de la largeur d'Eretz Israël, ça s'arrête à Akko, et à un moment donné, il y a une petite bande qui monte jusqu'à Chsiv. Mais là, ici, on a une autre définition. C'est Touré Amnon, c'est Hor Ahar. Comment se fait-il? Et donc les commentaires nous disent ici, on ne parle pas de Get. Ici, on est en train de parler de la frontière d'Eretz Israël à la base. Le Eretz Israël qui était promis à Abraham, Isaac et Yaakov, et qu'on avait la misère de conquérir, et qui est bien plus grand, bien plus étendu que ce qui a été conquis plus tard. Et surtout, ce qui a le statut par rapport à actuellement la Kedusha qui vient de la seconde conquête d'Eretz Israël, qui, quoi qu'il arrive, a été beaucoup plus restreinte que ce qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob. Donc ne pas s'étonner ici que la limite nord soit plus large que toutes les versions que l'on a vues jusqu'à présent, Akko, par Akko, Riziv ou pas. Quoi qu'il arrive ici, on est dans les frontières de ce qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob par rapport à la première conquête et non pas par rapport à la seconde. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ici que quoi qu'il arrive, à un moment donné, on ne discute pas par rapport à justement ce qui est au niveau des fleuves, et la seule discussion porte sur la mer. Maintenant, à Nissim chez Bayam, les îles qu'il y a dans la mer, donc s'il y a un îlot, donc a priori la même chose pour un bateau, quelque chose qui se trouve dans les eaux territoriales, comment ça fonctionne? Ro'inotan keilu chut matuach alehem mitore Amnon anachal Mitzrayim. On prend donc cette ville de Touré Amnon, on prend de l'autre côté l'Égypte, donc le delta du Nil, le haut du Nil, et on fait comme ça une bande. Donc on a Eretz Israël qui a tendance à descendre comme ça, avec ici Gaza et après l'Égypte. Et puisque la frontière d'Eretz Israël normalement s'arrête justement au Nil, on prend une bande qui part de Hor Ahar, qui est plus au nord que Akko, et même plus au nord que Riziv, et cette bande-là, au lieu de faire descendre le long de la mer, on la fait descendre comme ça en diagonale jusqu'au Nil, jusqu'à l'endroit où le Nil se jette dans la mer. Et donc du coup à ce moment-là, on a une diagonale qui englobe finalement toutes les îles ou tous les bateaux qui pourraient se trouver dans cette région-là. Ça, c'est le premier avis que l'on a dans la Braïta. Maintenant, Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Kol shekeneged Eretz Israël, Areouk Eretz Israël. Tout ce qui est en face d'Eretz Israël est Eretz Israël. Donc on verra, comme on va expliquer tout de suite avec un pasouk, que selon lui, on prend ces deux mêmes frontières, donc Hor Ahar et le Nil, qui sont encore une fois les définitions d'Eretz Israël, en fonction de ce qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob et ce qui devait être conquis par Yoshua bin Nun, on prend ces deux points et au lieu de faire une diagonale entre les deux, on prend entre guillemets ce qui est en face. Donc on va ni vers le nord ni vers le sud, on fait une sorte de trait comme ça horizontal, depuis Hor Ahar comme ça, depuis Nahal Mitzrayim, depuis le Nil comme ça, et on prend tout ce qui est en face, pas ce qui est au-dessus et pas ce qui est en dessous. Et donc ces eaux territoriales seraient quasiment illimitées justement vers l'ouest. Donc ici, on nous explique que chez Neymar, c'est marqué dans le passouk de Bamidbar qui parle de la frontière ouest, qui normalement est la frontière la plus simple, puisque finalement c'est la mer. Eh bien, le passouk est très très répétitif. Ukvuliam est la frontière au niveau de la mer. Et Haya Lachem, ce sera pour vous. Hayam Agadol, la grande mer, donc Méditerranée. Ukvul est la frontière. Zehiye Lachem, ce sera pour vous Gvuliam, la frontière de la mer. Donc on répète, on dit à 3 reprises la frontière. Alors la première fois c'est nécessaire, la dernière fois peut-être aussi pour conclure, mais entre les deux, il y a le mot Ukvul qui n'a rien à faire ici. Ukvuliam, la frontière du côté de la mer.
Ve'aya lachem hayam hagadol, ce sera la mer Méditerranée, ou Gvoul et la frontière. C'est un peu bizarre, ce et la frontière, puisque dans tous les cas, à la fin, on dit ce sera pour vous la frontière côté mer. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle nous dit ici Rabbi Yehuda que ça vient élargir totalement la géographie d'Eretz Israël. Vanissim, Shebat Zdadim, et donc c'est ce qu'on apprend de Gvoul, toutes les îles, ou tout ce qui est sur le côté, Ro'in otan ki'ilu chut matuach alehem miki ploria ve'adiam okianus. On prend finalement comme une sorte de fil qui est tendu de Kiploria. Kiploria, donc c'est la ville qui est à côté de Orahar. Orahar, c'est une montagne. On prend la ville la plus proche et au lieu de faire, on a dit, une diagonale jusqu'au Nil, eh bien on fait un trait comme ça étendu vers l'ouest, vers Adiam Okianus jusqu'à donc l'océan. Minahal Mitzrayim, pareil depuis le Nil. Depuis le Nil, on fait encore une fois un trait entre guillemets horizontal vers l'ouest et vers Adiam Okianus jusqu'à l'océan pour dire finalement qu'il n'y a pas de limite. Et donc à partir de ces deux frontières-là, on va vers l'ouest. Minachut velifnim, entre ces deux traits, encore une fois des traits théoriques. Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Minachut velachut, Ouais, mais depuis ce fil jusqu'au-dessus, c'est Chutz Laaretz, c'est l'étranger. avec cette technique, on ne définit des frontières des eaux territoriales que nord et sud. Exactement. Non, Alors que vers l'ouest, il n'y a aucune frontière. il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite vers l'ouest, mais par contre, dès qu'on est au nord de Orahar, donc Kiploria, la ville de Kiploria, et dès qu'on est au sud, donc ça a le mérite d'être clair, mais par contre, c'est très très loin. Alors maintenant, la Gemara se demande, autant Rabbi Yehuda, il a cité un verset, il a dit le mot Ukvul étant trop, et effectivement, on ne peut pas tellement discuter sur ce verset, qui est très redondant. Donc, Vera Banan, Chachamim qui ne sont pas d'accord. Que font-ils du mot Ukvul? Pourquoi n'apprennent-ils pas, comme Rabbi Yehuda, que du mot Gvoul, ça vient élargir les frontières, et donc nous dire que finalement on a une frontière qui est quasiment interminable. À l'ouest, vers Abanan, Hayou Gvoul, Mayardele, qu'en font-ils de ce mot Gvoul? La Gemara dit Mibaele, les Nissim. C'est lui nous apprend justement les Nissim, les îlots que l'on apprend en diagonale. La Gemara dit vers Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Nissim, Losri Chekra. Lui il pense que ce que apprenait Chachamim, eh bien, n'était pas nécessaire d'apprendre dans un verset. Donc en fait, ici on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim qui est à la base liée à une compréhension différente. Lorsqu'à la base on a donné les frontières d'Eretz Israël, est-ce qu'à la base, sans même que le pasuk nous rajoute un mot, est-ce que j'aurais inclus les îles qui sont dans la diagonale? Selon Chachamim, non. Comme c'est pas inclus, quand on me dit le mot Gvoul, eh bien j'inclus maintenant ce qui est dans les eaux territoriales. Selon Rabbi Yehuda, ces eaux territoriales étaient déjà inclus, c'est logique, puisqu'il y a une frontière. La frontière, tu la descends comme ça en diagonale entre la ville nord et la ville sud. Donc le nord, c'est Orahar, Kiploria, et le sud, c'est le Nil. Donc ça, c'est déjà inclus. Les eaux territoriales, selon Rabbi Yehuda, font partie du territoire. Si la Torah est venue me dire Ukvul, c'est venir dire quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est que finalement, on ne s'arrête pas qu'aux eaux territoriales au niveau classique, mais finalement, ça s'étend à l'ouest, quasiment de manière infinie. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a une marloquette Rabbi Yehuda Chachamim, en fonction à la base déjà, en fonction à la base de ce que l'on appelle les eaux territoriales. Rabbi Meir Omer, Akko Eretz Israël, les Gitin, on avait vu dans la Mishnah que même si Tanakama pensait qu'Akko était la première ville qui était considérée comme étant l'étranger par rapport au Get, eh bien ici lui pense qu'Akko par rapport au Get c'est Eretz Israël. Maintenant on a posé une question par rapport à une halakha qu'on verra dans le daf demain. De la même manière qu'une femme est divorcée avec un Get, eh bien un Eved Kina'ani, quelqu'un, un serviteur non juif qui a été asservi, lorsqu'on doit le libérer, on doit lui donner aussi un document qu'on appelle get, en sachant qu'on l'a dit au début de la Masechet que le mot get veut dire document à la base. Donc très souvent on en parle pour les femmes, mais get c'est un document. Et lui doit avoir un get shihur, un get de renvoi. Et ce get là aussi, il doit témoigner que c'est Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Le même témoignage, on le verra. Et on va parler ici d'un cas qui ressemble au cas de chez nous. On a vu récemment que la femme elle-même, qui est libérée par le get, eh bien, peut elle-même apporter le get et dire Befanai Nirtav, Befanai Nirtam, j'ai assisté à l'écriture, j'ai assisté à la signature. Eh bien, pareil, le Eved lui-même peut venir avec son document de libération et dire voilà, ce document a été écrit devant moi et signé devant moi. Et on va parler de ça justement. Maintenant, on est à Mocher Abdol et Souria, qui est Mocher Bechutz al Dame. Avant de parler de ce cas-là, on va parler d'abord de Souria. On parle maintenant des territoires d'Israël, on parle de Souria, donc l'équivalent plus ou moins de la Syrie, même si ce n'est pas exactement la même frontière qu'aujourd'hui. Souria, c'est particulier, on verra dans la suite,
que c'est une conquête particulière. Elle n'a pas le statut de conquête globale, de conquête nationale. C'est plus ou moins considéré comme une conquête personnelle de David Ameller. Et du coup, le statut de Souria est un peu ambigu. Dans certains points, ça ressemblera à Israël, et dans d'autres, non. Donc, Amocher, Avdol et Souria, celui qui vend son serviteur à quelqu'un qui est en Syrie, en Souria. On a nous une takana que celui qui vend son serviteur à quelqu'un qui habite en dehors d'Eretz Israël, eh bien, il a une punition de Chachamim, c'est que la vente est annulée et que le serviteur est libéré. Donc, il a tout perdu. Il doit rendre l'argent, mais il a perdu son serviteur. Pourquoi? Parce qu'un Eved, lorsqu'il est en Eretz Israël, il a des mitzvot, et entre autres les mitzvot qui sont en Eretz Israël. Lorsqu'on le fait quitter Eretz Israël, il perd des mitzvot qui sont liés à Eretz Israël, et du coup, on lui fait transgresser, entre guillemets, quelque chose, on lui enlève un peu de Torah, et donc du coup, les Chachamim m'ont demandé à ce que l'on ne vende pas un Eved qui habite en Israël, en Chutz Laaretz, celui qui le fait, il a tout perdu. Maintenant, la question de la Gemara, c'est lorsque on a vendu quelqu'un qui est en Eretz Israël, on a vendu en Souria. Quel est le statut de Souria par rapport à cette halakha? Est-ce que Souria est considéré comme étant Eretz Israël ou pas? Est-ce que ça ressemble à l'étranger ou pas? Amalehu, à ce moment-là, Rabbi Haya Baraba a répondu, Tani toi, c'est une Mishnah. La Mishnah chez nous nous dit quoi? Rabbi Meir Omer, Ako ke Eretz Israël legitin. Eh bien, Ako, c'est comme Eretz Israël par rapport au get. Le fait qu'il est précisé pour le get, machma que là, c'est la seule halakha pour laquelle Ako est considéré comme étant Eretz Israël. Legitin in, la Avadin, lo. Donc on voit déjà que bien que Ako, par rapport au get, ce soit Eretz Israël par rapport à Get, on voit déjà que par rapport au Avadim, par rapport aux serviteurs, c'est pas Eretz Israël. Puisqu'on a précisé que selon Rabbi Meir, il n'y a que selon Rabbi Meir que c'est considéré comme étant Eretz Israël et que pour Get. Moi, je sais pas que pour les autres choses comme Avadim, les serviteurs, c'est déjà Chutz Laaretz. Si Ako, c'est Chutz Laaretz, c'est déjà l'étranger, et bien Kosheken Souria, mais Hakatuva, fortiori, Souria, qui est bien plus éloigné, qui justement a un statut de Chutz Laaretz. Maintenant, Tano Rabbanan, justement par rapport à Souria, on va nous donner quelques halachot. Bishushat Varim, Shavta, Souria, l'Eretz Israël, dans 3 domaines, eh bien, 3 sujets, Souria est considérée comme étant Eretz Israël. Bishlosha, les Chutz Laaretz, et dans 3 autres, elle est considérée comme étant l'étranger. Siman, pour se rappeler, le signe c'est quoi? Rain, Bet, Bet, Resh, Resh, Kouf. C'est quoi ici les halachot? Afara Tameh, ke Chutz Laaretz. La poussière, la terre de Souria est Tameh. Chachamim, comme les Goïm ne faisaient pas attention là où ils enterraient leurs morts, eh bien, les Chachamim ont fait une takana que tout morceau de terre qui provient de Chutz Laaretz, toute personne qui marche en Chutz Laaretz est considérée midera comme étant impure. La question c'est est-ce que Souria, qui encore une fois est une conquête plus ou moins personnelle de David Ameller, est-ce que c'est considéré comme étant Eretz Israël ou pas? Est-ce que c'est rentré dans la takana ou pas? On dit que oui. C'est comme Chutz Laaretz, donc ça n'est pas rentré dans Eretz Israël par rapport à cela, et la takana inclut donc Souria. Et là, Mocher, Abdolé Souria, qui Mocher Bechutz Laaretz, celui qui vend son serviteur à Souria, c'est comme s'il avait vendu en dehors d'Eretz Israël. Et Mevi Get mi Souria, et celui qui emmène un get depuis la région de Souria, Kemevi Mechutz Laaretz, c'est comme s'il amenait de l'étranger. Donc par rapport à l'impureté de la terre, par rapport au fait, à l'interdit de vendre un serviteur à quelqu'un qui habite à l'étranger, et par rapport au devoir de témoigner, Befanan Yirtav, par rapport à un guet qui vient de l'étranger, Souria par rapport à ces 3 halachot est considéré comme étant l'étranger. Bishlosha l'Eretz Israël, dans 3 domaines elle ressemble à l'Eretz Israël, c'est quoi? Chayevet be Maaser, ou Bashevi'it, eh bien il doit y avoir des prélèvements de Maaser, comme en Eretz Israël, et finalement la 7e année de Shemitah, comme en Eretz Israël, donc par rapport à la terre, par rapport au Mizot Atlul Ba'aret, c'est comme Eretz Israël. Alors, Tzeli Kanes la Betahara, Nichnas, et celui qui veut rentrer dans ce pays-là, de Souria, et rester pur, il peut. Là, tout de suite va se demander comment c'est possible de rester pur alors qu'on vient de dire à l'instant que la takana, la xéra d'interdire et de rendre la terre impure va fonctionner là-bas. Va connaître sa débé Souria, et celui qui acquiert un champ, un terrain en Souria, qui connaît, mais par Varer et Yerushalayim, il a le même statut que quelqu'un qui achète quelque chose dans les banlieues de Jérusalem, et on verra exactement par rapport à quel halakha. On a dit qu'il fallait faire les prélèvements de Maaser et respecter la Shemitah comme en Eretz Israël. Pourquoi? Kassavar kivush yachid shme kivush. C'est parce que l'on pense essentiellement que le fait que la conquête soit personnelle, ça ne change pas au niveau de ces halachot-là. On considère que c'est une bonne acquisition, une bonne conquête. Encore une fois, pourquoi c'est considéré comme étant une conquête personnelle de David Ameller? Il y en a qui disent que c'est parce que le seul but de David Ameller n'était que
d'étendre le territoire pour prélever un impôt pour lui ou pour l'État, mais que c'était pas pour le peuple, c'était pas pour y faire habiter des gens du Haram Israël. Et il y en a qui disent que c'est parce que lorsqu'il a conquis Souria, il n'avait pas terminé de conquérir toutes les terres que Kadosh Baruch Hu avait demandé. Et donc le fait qu'il soit passé par cette terre avant de conquérir les autres, c'est considéré comme étant quelque chose d'extérieur. Donc c'est Kivu Shachin, c'est une conquête personnelle. Et sur la conquête personnelle, il y a une marloquette. Est-ce qu'une conquête, qu'on le considère comme personnelle par rapport au Maaser et à la Shemitah, c'est considéré comme étant Eretz Israël ou pas? Là, ici, on pense que par rapport à la Shemitah, par rapport au Maaser, même si la conquête est personnelle, et donc sur certains points, ce sera considéré comme étant l'étranger, par rapport à Trumot ou Maasrot et à la Shemitah, c'est considéré comme étant Eretz Israël. On avait dit dans la Braïta, Karotzelik Kanes, la Betahara Nichna, celui qui veut rentrer pur en Souria, il peut rester pur. La Gemara dit Amart, Afaratame, mais tu viens de me dire au départ que la terre est impure. Dans les trois ressemblances à l'étranger, dans les trois ressemblances à Eretz Israël, tu m'as fait une contradiction frontale. Tu m'as dit que ça ressemble à Chutz Laaretz, à l'étranger, parce que la terre est impure. Et dans ce qui ressemble à Eretz Israël, tu me dis que ça ressemble à Eretz Israël parce qu'on peut y rentrer pur. Comment c'est possible? La Gemara nous dit Beshida, Teva ou Migdal. C'est quelqu'un qui rentre, mais qui ne pose pas les pieds au sol. Donc il rentre, dans ici Shida, Teva ou Migdal, c'est des types de boîtes, mais ou même quand il rentre dans un carrosse ou quelque chose, il rentre dans le territoire, mais il ne pose pas les pieds au sol. Parce qu'on verra ici qu'on aura une discussion. Est-ce que lorsque les Chachamim ont rendu impure la terre de Chutz Laaretz, est-ce qu'ils ont rendu impure la terre en elle-même, ou est-ce qu'ils ont rendu impur l'air ambiant? Si c'est l'air ambiant, même si quelqu'un est dans quelque chose d'enfermé, qui est éloigné du sol, donc le sol et l'air fait écran entre le sol et lui, donc qui ne prend pas justement l'impureté, dans ces cas-là, eh bien, on va avoir justement la marloquette. Détania, c'est une marloquette. Anichnas, l'eretz amim, celui qui rentre, qui va à l'étranger. Beshida, teva ou migdal. Donc il est dans une boîte. C'est quoi l'avantage ici de cette boîte? C'est qu'on a finalement une séparation de quelques tfachim, plus après le bas de la boîte, qui fait que finalement l'impureté est bloquée par cette distance et par le bas de la boîte. Là on a une marloquette. Rabbi Metame, selon Rabbi c'est tamé. Pourquoi? Parce que lui considère que la Xerat Rachamim a été non seulement pour le sol, mais même pour tout l'air ambiant. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Metaher. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il pense qu'il n'y a que la terre elle-même qui est impure. Et du coup, c'est là que c'est intéressant de parler de Souria, c'est que cette marloquette là, et cet avis de Rabbi Yehuda, de Rabbi Mechila, qui pense, qui est Rabbi Yehuda Nassi, mais que Rabbi qui pense que même l'air ambiant a été interdit, a été rendu impur par Chachamim, eh bien lui sera d'accord que ça ne concerne pas Souria. Va filou Rabbi, même selon Rabbi. Il n'y a que la terre vraiment des nations, donc que l'étranger vraiment, sur lequel des gazrou al-Gusha et al-Avira, que les Chachamim, ils ont interdit, ils ont rendu impur à la fois le morceau de terre et à la fois l'air ambiant. Aval Souria, mais justement Souria, ce territoire qui a été acquis par David Amelech et qui sur certains points du coup a un statut d'Eretz Israël, al-Gusha, gazrou, al-Avira, le gazrou, il est d'accord, Rabbi, qu'ils n'ont interdit que la terre et pas l'air ambiant. Donc c'est pour ça qu'on a finalement dit que par rapport au fait de rentrer dans quelque chose qui est enfermé, qui est en hauteur, et donc ne pas être en contact avec le sol, ou ne pas être dans un endroit qui finalement reçoit l'impureté montante du sol, par rapport à cela, ça ressemble à Eretz Israël. Par contre, celui qui marche, ou qui ne fait pas écran entre le sol et lui, eh bien, dans ce cas-là, ça ressemblera à Chutz Laaretz. Donc c'est pour ça que par rapport à l'impureté, ça ressemble à la fois à Eretz Israël, à la fois à Chutz Laaretz, il n'y a pas réellement de contradiction, ça dépend de quelle situation on parle. Ve'akone sadeve Souria, kekone beparvare Yerushalayim. On a dit que celui qui achetait un champ ou un terrain en Souria, eh bien c'est comme s'il achetait dans les banlieues de Jérusalem. Pourquoi? Le maïl cheta. Par rapport à quel halakha? Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet nous dit Lomar, shekodim alav ono, vafilu beshabbat. Que l'on peut écrire un shtar mechira, un document d'achat, vafilu beshabbat, même pendant Shabbat. La Gemara dit quoi? Beshabbat, c'est le cas d'Atar, quand on peut écrire pendant Shabbat, transgresser une halakha de la Torah. La Gemara dit non, Kedama Rava, comme a dit Rava. On peut demander à un non-juif d'écrire pendant Shabbat. Achanami, pareil ici. Ce qu'avait dit Rava ailleurs, eh bien on le dira ici. On demande à un non-juif d'écrire. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que l'on peut demander à un non-juif d'écrire
un document pendant Shabbat, donc de dire à un non-juif ce qui est interdit des Rabbanan, de lui demander à lui de faire quelque chose qui pour lui serait interdit minatora s'il était juif. Donc demander à un non-juif de faire une halakha de la Torah pour une mitzvah, mais qui est ici une mitzvah particulière. Mais afagav d'amira la'avet kochavim shvut, ce que nous dit tout la Gemara, et même si le fait de demander à un non-juif c'est shvut, c'est interdit par les sages. Mishum yishuv eretz Israël, lo gazura banan. Par rapport à la mitzvah importante de Yishuv eretz Israël, Mais c'est de quoi la mitzvah? s'installer, c'est la mitzvah d'acheter à un non-juif. À l'époque, la terre d'Israël ne nous appartenait pas, et chaque personne qui a acheté une terre, une maison à un non-juif pour y mettre justement lui-même ou un autre juif, faisait une mitzvah de s'installer et d'installer un juif, de reconquérir plus ou moins Eretz Israël par l'achat justement. En tout cas ici c'est une sugia qui est très très importante. Certains veulent apprendre ici que même demander à un goy pendant Shabbat ne serait permis que pour ce qu'on appelle mitzvah rabbah, une mitzvah très chashouva comme Brit Mila, qui elle-même peut s'avérer à transgresser Shabbat. Ou là ici le fait d'Ishuv Eretz Israël, mais du coup certains veulent dire que du coup à part cette mitzvah particulière, on ne peut jamais demander à un goy. Certains veulent dire qu'encore une fois il y a des chiloukim, mais ça fait partie en tout cas des sugiotes importantes. Il y a un Tosfot avec trois avis, Bahag, Tosfot, trois avis à voir dans Tosfot, très très important par rapport à la sugia de Amira, la Hakoum, le fait de demander pendant Shabbat à un non-juif de faire une melacha pour une mitzvah. Est-ce qu'il faut faire deux fois un histoire des Rabbanan, demander à un goy de faire un des Rabbanan ou un Adoraita, quoi qu'il arrive, cette sugia ici est centrale par rapport à ce sujet. Tano Rabbanan, maintenant on a une Braïta sur le sujet qu'on avait dit, justement on avait parlé à 5 minutes, Ayved chez Vigito, un Ayved qui amène lui-même son get, donc il amène son document de libération. Mais Katouf Bo s'écrit dessus, Atzmecha unchasai knuyin lecha. C'est marqué sur le document, toi-même, donc le serviteur, et donc tu t'acquiers toi-même et mes biens te sont acquis. Donc il écrit sur le document qu'à la fois lui-même est libéré, donc il s'acquiert lui-même, et à la fois les biens ou une partie des biens de son maître. On dit ici la Braïta, Atzmo kana, Nechasim lokana. Lui-même il a réussi à se libérer par rapport à cela, mais ses biens, non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lui-même il peut dire Befana Nirtav ou Befana Nirtav, donc il va valider la partie qui le concerne, mais la partie qui est une acquisition en bonne et due forme, eh bien ça ne suffit pas, il faut des témoins qui viennent témoigner de ce qui s'est passé. Ça ne suffit pas de dire Befanai Nirta ou Befanai Nirta. Maintenant, on a une nouvelle question. Ibayaleo, Kol Nechasai Knuyin Lecha. Dans le cas où il n'a pas séparé les deux choses. Dans la première phrase, il avait dit tu t'acquiers toi-même et tu acquiers mes biens. Donc, comme il y avait finalement presque deux phrases, vous pouvez séparer les deux et dire que l'une fonctionne et l'autre ne fonctionne pas. L'une fonctionne parce qu'à partir du moment où il a dit j'ai vu l'écriture à la signature, il y a une takana, comme pour un get, qu'il suffit que la personne qui apporte le get dise qu'elle a vu la signature et l'écriture pour qu'on soit tranquille, on n'ait pas besoin de valider. Par contre, par rapport au côté acquisition, on a besoin qu'il y ait des vrais témoins et donc du coup, on veut vérifier que ce ne soit pas un faux document. Là maintenant, la question se pose lorsque l'on inclut les deux dans la même phrase. Et ça va être justement une discussion entre Abaye et Verava. Est-ce que le fait que l'on inclut les deux, est-ce que finalement l'un ne va pas contaminer l'autre? On a un système qui marche, sa propre acquisition, il peut la faire en étant lui-même chaliar et lui-même étant témoin qu'il a vu l'écriture et la signature. Par contre, l'acquisition des biens de son maître, il ne peut pas. Est-ce que l'un va contaminer l'autre? C'est la discussion justement entre Abaye et Verava. Non, mais s'il y a deux témoins, ça inclut les deux Alors s'il y a et deux, ça continue. alors, s'il y a deux témoins, on n'en parle pas. Mais là, ici, c'est le cas où justement, on n'a pas les deux témoins pour confirmer que c'est eux. Et on se base sur sa parole. Alors, puisqu'on a une takana de Befana Nirtav comme pour la femme, eh bien, de la même manière que pour la femme, dès que le témoin dit ou la femme elle-même dit j'ai vu l'écriture de la signature, on la croit et on est tranquille, on ne cherche pas des témoins. Là, pareil pour le côté libération. Mais le côté acquisition, c'est autre chose, c'est une acquisition, c'est un autre domaine. Amar Abaye, Abaye nous dit même si c'est un autre domaine, quand on les inclut les deux ensemble, Mitor Shekana Asmo, puisqu'il a réussi à s'acquérir lui-même, eh bien, Kanan et Chassim, pas en même temps, eh bien, derrière Hagav, eh bien, il a réussi à acquérir les Nechassim, même si techniquement il ne peut pas les acquérir avec cette Takana. Le Befana Nirtav a réussi à faire une acquisition globale. Ah ben, les Rava, il dit, mais je suis pas d'accord. Bish, la Maasmolikne, moi je comprends que lui-même arrive à s'acquérir. Midé de Ava Getisha, comme le guet d'une femme. On a dit qu'une femme, lorsqu'elle amène un guet, ou lui, lorsqu'elle amène son guet de libération, ils peuvent témoigner sur l'écriture et la signature, donc on les croit. Elle a Nechassim Lolikne, mais par contre, je n'accepte pas que la partie acquisition des biens de son maître fonctionne. Midé de Ava Kimushtarod Alma, comme n'importe quel get, comme n'importe quel document d'acquisition qu'il faut confirmer
en étant certain que les signataires soient les bons. Donc lui, encore une fois, Rava ne veut pas changer la halakha en fonction du fait que l'on ait inclus les deux ensemble. Adar Amar Abaye. Abaye va changer d'avis. Mais non pas pour dire comme Rava, mais pour garder cette même logique de dire que c'est contagieux, mais dans l'autre sens. Finalement, il a dit autre chose à Abaye. Il a dit non, tu sais quoi? J'ai réfléchi. Mitor, Shelo, Kanan et Chassim, c'est l'inverse en fait. Puisqu'il n'arrive pas à acquérir les biens de son maître à la base, puisque pour acquérir les biens de son maître, il faut que l'on confirme les signataires, et que lui n'est pas en droit, en mesure de les confirmer, puisque c'est un document d'acquisition sur lequel il n'y a pas de takana que l'on croit la personne sur Befana Yartav, ou Befana Yartav, puisqu'il ne peut pas techniquement acquérir les biens de son maître, Lokana Atzmo, même lui-même il n'arrive pas à s'acquérir et à se libérer. Donc finalement, Abaye c'est la même logique, c'est contagieux. Mais au départ c'était contagieux dans le bon sens, que la réussite de l'un permet d'acquérir l'autre partie, et maintenant il revient sur ce qu'il dit finalement que c'est contagieux dans l'autre sens, c'est la partie difficile à acquérir qui finalement se transmet à l'autre. Amalé Rava, et Rava encore une fois n'est pas d'accord, avec la même logique selon lui encore une fois, c'est que chacun des deux domaines sont séparés, eh bien, bish la manechassim lolik nemidedava kim shtarodalma, pas du tout. Je comprends que les biens de son maître ne soient pas acquis comme n'importe quel finalement document qu'il faut confirmer de manière classique avec des gens qui connaissent les signatures, deux témoins qui connaissent les signatures, ou les signataires eux-mêmes qui viennent confirmer. Par contre, elle a small likne. Il est likne, mais par contre lui-même, ça n'empêche pas lui-même de s'acquérir. Midedava getisha, comme n'importe quel document, ici get d'une femme qui peut être confirmée par le témoin lui-même qui dit Befana Nirtav, le shaliach, et va pareil ici pour le Eved. Donc c'est la même logique que tout à l'heure Rava. Et Abaye a gardé une logique, on va dire, de base qui est ressemblante, mais qui a inversé pour dire que finalement rien ne fonctionne. Et là, Marava, donc Rava conclut la lacha, Echadze vechadze, dans les deux cas, Atzmokana ou Chassim Lokana. C'est-à-dire Echadze vechadze, que le langage qu'il y ait sur le document soit séparé, c'est-à-dire toi tu t'acquiers et tu acquiers mes biens, donc c'est séparé, ou si la personne a dit tu acquiers tous mes biens, c'est quoi tous mes biens? C'est toi et mes autres biens. Quoi qu'il arrive selon Rava, eh bien on sépare les deux à la route. Il y en a un qui fonctionne, l'autre qui ne fonctionne pas. Comme on a peur que le get soit faux, que les documents soient faux, eh bien autant le document de libération, la partie de libération qu'il y a dans le document, eh bien lui-même il est en droit de témoigner comme n'importe quel get isha, ou la femme elle-même peut dire Befananirtav, mais ça nous permet de ne pas avoir à chercher les signataires. Alors que la partie qui est acquisition classique, eh bien, est justement gérée par des halachot. Même quand c'est global, lié... même quand il dit... exactement, ouais. exactement. Alors que selon Abaye, au départ, il pensait que tout fonctionnait, et en conclusion, lui il a dit que finalement, rien ne fonctionne. On va essayer de résumer assez rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu une marloquette. Est-ce que la marloquette, justement, Rabbi Yehuda vers Rabbanan, on avait dit que sur Rabbi Yehuda et Rabbanan, on a une marloquette. Quel est le statut d'un bateau qui est dans les eaux, justement, qui sont en face d'Eretz Israël? Est-ce que c'est le statut d'Eretz Israël ou pas? Et justement, on pensait à un moment donné, Rabbi Zera pensait dire que finalement cette marloquette entre le bateau qui est séparé par l'eau et un pot de fleurs qui est séparé de la terre par l'air, on aurait pensé que c'est la même discussion. Celui qui pense que le bateau est séparé de la côte par l'eau penserait que le pot est séparé du sol par l'air. Et la Gemara dit finalement ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que d'un côté, l'air sépare plus que l'eau, et d'un côté, le bateau est considéré comme étant plus à l'étranger, puisqu'il est en mouvement, alors que le pot ne l'est pas. Donc finalement, la discussion que l'on trouve par rapport au bateau ne se retrouve pas dans cette histoire de pot. Est-ce qu'un pot qui est troué, qui est en l'air, est considéré comme étant quelque chose qui appartient au sol ou pas? Ce sera une autre discussion. On avait vu également que les discussions par rapport à un bateau qui avait accosté ou pas accosté, quoi qu'il arrive, la discussion n'était que par rapport à la Méditerranée, non pas par rapport au fleuve qui est en Eretz Israël. Par rapport à la frontière de ce qu'on appelle Eretz Israël et par rapport aux îlots, par rapport aux îles qu'il y a au bord d'Eretz Israël, à partir de jusqu'à où on considère que c'est Eretz Israël. On a ici une marloquette entre justement Rabbi Yehuda et Rabbanan. Selon Rabbi Yehuda, on prend la limite nord et la limite sud, mais on parle ici là-bas à l'époque d'Eretz Israël d'origine, de Eretz Israël qui a été promis à Abraham, Isaac et Yaakov. Ce Eretz Israël là, dont la limite nord c'est Hor-Ahar, Touré Amnon en araméen, et la limite sud c'est le haut du Nil, là où le Nil se jette dans la mer. Et bien on prend ces deux frontières selon Rabbi Yehuda, on fait deux traits horizontaux, et tout ce qu'il y a entre ces deux traits horizontaux vers l'ouest, eh bien, est considéré comme étant Eretz Israël, alors que selon Tanakama, on prend finalement la frontière nord qui est Touré Amnon, Hor Har ou Kiploria, et on prend le Nil
delta du Nil et on fait une diagonale. Et toutes les îles qu'il y a sur cette partie-là de la Méditerranée sont considérées comme étant appartenantes à Eretz Israël. Et c'était une marloquette par rapport au mot Gvoul. Qu'est-ce qu'on apprenait du mot Gvoul qui était entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. On avait vu également que Souria, la ville de Souria, qui avait été conquise par David Ameller et qu'on appelait une conquête personnelle. Soit Il y avait conquête une personnelle. troisième solution, finalement. C'était de faire une projection à partir du Nil et ensuite de faire un genre de triangle. Non, la Gemara ici a l'air de considérer que les seules logiques, c'est soit d'aller complètement à l'ouest, soit de lier les deux villes et de faire une diagonale. Là, ici, on nous dit maintenant que Souria, qui était une conquête personnelle de David Ameller, et personnelle parce qu'il n'avait pas terminé la conquête d'Eretz Israël, ou parce qu'il ne l'avait fait que pour, justement, prélever un impôt, donc c'était une conquête dans le but de lui-même et de l'État, et non pas pour y faire habiter le peuple. Quoi qu'il arrive, ça ressemble à la fois à Eretz Israël sur un point, et sur Chutz La'aretz sur d'autres points. Ça ressemble à l'étranger par rapport à l'interdit de vendre un Eved à quelqu'un qui est en Chutz La'aretz, et que si on le fait, eh bien la vente est annulée et l'esclave est libéré. Et c'est par rapport au Gitin, quelqu'un qui amène un guet de Souria, c'est comme si ça venait de Chutz La'aretz. En quoi ça ressemble à Eretz Israël? Par rapport au Maaser, au Shvit, par rapport à tout ce qui est lié à la terre, et par rapport à la mitzvah d'acheter un terrain en Eretz Israël, qui permet même parfois de demander à un non-juif d'écrire pendant Shabbat, si on a peur que la vente ne se fasse pas, eh bien on peut écrire, on peut demander à un goy d'écrire pendant Shabbat pour acheter un terrain, et bien de la même manière que ça se fait à Jérusalem, pareil pour la région de Souria. Il y avait une halakha particulière qui était la Touma, le fait que les Chachamim aient rendu la terre des goyim impure parce que justement on ne sait jamais où ils enterrent les personnes, eh bien Souria a un statut particulier. On a une marloquette, Rabbi et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Est-ce que lorsque les Chachamim ont rendu impur l'étranger, est-ce qu'ils ont rendu impur que la terre, ou même l'air ambiant? Nafkamina, si quelqu'un est perché en l'air avec quelque chose qui le sépare, avec un plancher qui le sépare, eh bien il ne prend pas l'impureté, un peu comme un pont, comme on fait dans les cimetières pour les Kohanim. Celui qui serait sur ce pont ou qui voyagerait sur une boîte ou sur un carrosse qui serait limité, qui serait élevé par rapport au sol, eh bien n'aurait pas justement l'impureté. Selon Rabbi, il y a cette impureté même dans l'air ambiant. Mais par contre, même lui qui pense que ça existe dans ce qu'on appelle Eretz Haramim, Souria, par rapport à cela, il considère comme étant Eretz Israël. Mais par contre, celui qui marche, eh bien, il est impur comme si c'était Chutz La'aretz. Donc c'est pour ça que par rapport à la pureté, c'est un peu ambigu. Ça ressemble en partie à Eretz Israël, en partie à Chutz La'aretz. Et on avait vu pour terminer que on avait une marque entre Abaye et Rava lorsque un serviteur amène son document de libération et qu'il veut s'acquérir, on sait très bien qu'il doit dire Befanan Yirta ou Befanan Yirtam, et on le croit, que ce soit lui ou un autre qui amène le document, il est cru en disant Befanan Yirta ou Befanan Yirtam, et on n'a pas besoin de vérifier les signataires. Par contre, si dans le même document, eh bien, le propriétaire, dans la même phrase, a dit tous mes biens te sont acquis, et donc il inclut en même temps le serviteur qui s'acquiert lui-même, et il acquiert dans la même phrase les biens de son maître. Là, ici, on a une marloquette, Abaye, selon Abaye, le fait que les deux aient un statut différent, son acquisition personnelle et l'acquisition des biens, eh bien, chacun va avoir une incidence sur l'autre. Au départ, il pensait que tout marchait. En conclusion, il pense que rien ne marche. Le fait qu'il ne puisse pas acquérir les biens de son maître de cette manière, puisqu'il faut confirmer les signatures, eh bien, il n'arrive pas à s'acquérir lui-même. Et Rava, et la halakha a priori en général est comme Rava pense que même si ça a été inclus dans la même phrase, dans la même idée, finalement, ça reste deux halakhot différentes par rapport à sa libération, son acquisition personnelle. Eh bien, il a confirmé le document, même si c'est le même document avec la même phrase. Eh bien, on le sépare comme si c'était deux documents. Le document entre guillemets de libération, eh bien, il l'a confirmé par son témoignage, et le document d'acquisition, il ne l'a pas confirmé, même si c'est assez difficile, parce que c'est une vue de l'esprit, à partir du moment où c'est un seul et même document, et c'est une seule et même phrase. Et donc ce que dit Rava est original, de dire finalement, c'est comme si on avait deux documents, un document validé, un qui ne l'est pas. Ah bah il dit non, il y a un seul document. Soit tu dis que tout est validé, soit tu dis que rien ne l'est.